Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel dédié à l'immobilier. Comment bien acheter, vendre un bien, un appartement, une maison? Comment bien investir dans l'immobilier? C'est tout un art. Mes complices sont à mes côtés pour vous conseiller dans cet exercice. Gaël et Sylvain Couchant sont en plateau. Bruno, que je vous présenterai dans quelques instants, est notre premier invité. Merci d'être là. Merci. Encore à nouveau plein de tips, plein de conseils dans cette nouvelle émission. On va essayer. Allez. Alors, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous êtes bien sûr chef d'entreprise, expert immobilier. Vous livrez chaque mois sur LN24 et sur vos réseaux sociaux, bien sûr, des tips, des conseils. C'est un peu votre manière d'être, d'aider. D'abord, les gens, c'est une matière qui n'est pas forcément facile. C'est devenu une vraie passion pour vous. Vous vivez immobilier, vous mariez immobilier, vous dormez immobilier. C'est une vraie passion de conseiller les gens, Sylvain? Ouais, exactement. Exactement. En fait, quand j'ai démarré le métier, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds, mais le déclic, il s'est très vite fait. Et quand on rencontre Gaël? Alors ça, c'est plus qu'un déclic. Allez, on avance sur le sommaire de cette émission. Le nombre de faux agents immobiliers démasqués a presque doublé en 2023. C'est pour ça que Bruno, vous êtes avec nous. On va en parler dans quelques instants. Un réel danger pour le consommateur, bien évidemment, mais pour vous aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle. On en parle avec l'Institut professionnel des agents immobiliers. Pourquoi a-t-on refusé mon crédit? C'est souvent une question qu'on se pose, on n'a pas toujours la réponse. On est allé sur le terrain pour tenter de vous expliquer ce qui peut se passer et comment solutionner, surtout la situation. Troisième partie de cette émission, place au bien du mois. Vous le savez, on visite un bien chaque mois, on vous présente une pépite. Cette fois, ce bien a une spécificité et on est souvent plongé dans ce cas-là, tous, sans le savoir même. Mais je ne vous en dis pas plus, on en parle tout à l'heure, tous ensemble. Bruno Karkov, directeur du département dépistage au sein de l'IPI. Alors, vous êtes avec nous. Honnêtement, j'ignorais qu'il y avait carrément une cellule parmi les professionnels de l'immobilier qui chassait les faux agents immobiliers. Racontez-nous comment vous travaillez, comment vous opérez. Il faut faire la chasse parce que c'est vraiment un danger pour tout le métier. Et tous les agents immobiliers doivent faire des efforts pour devenir agents immobiliers. Ils doivent faire un stage, ils doivent faire une formation, ils doivent suivre la déontologie. Ouais. Et le problème, c'est avec quelqu'un qui est sur le marché de manière illégale, il n'a pas tout ça. Il n'a pas d'assurance, il n'a pas suivi les règles, il n'a pas eu une formation qui lui donnait l'entrée de son droit stage. d'exercer, quoi. Ouais. Il y en a combien en Belgique, des faux agents immobiliers? C'est difficile à dire. Ouais. Parce que, mais il y en a 100 ou il y en a 1000 ou il y en a 10 000? Je vais dire peut-être entre 1000 et 10 000, quelque part. Ça veut dire quoi concrètement, Gaël et Sylvain? Pour vous, c'est forcément catastrophique. Je suis un client, j'ai affaire à un faux agent immobilier. Il m'arrive quoi? Vous avez déjà été confronté à cet exemple? On a des clients qui nous ont raconté certaines histoires, effectivement. Maintenant, nous, on est vraiment bien contents que ce service existe parce que c'est clairement de la concurrence déloyale. Comme Bruno le dit, ils n'ont pas de formation, donc pour le consommateur, ça peut être catastrophique. Et puis, chacun a son métier. Et quand on n'est pas chirurgien, on ne perd pas. Oui, donc, quand on n'est pas agent immobilier. Oui, il faut mieux. Oui, on n'est pas dentiste à mi-temps, on est agent immobilier. Sylvain, à mon avis, c'est le genre d'élément qui doit bien vous faire monter quand même dans les tours, parce que quand on exerce comme vous, avec une volonté de bien faire et d'accompagner ses clients juste de A à Z, entendre qu'il y a des faux personnages qui se font passer pour des agents immobiliers, ça fait quoi? Complètement. Ils ne sont pas contraints aux mêmes obligations. Ouais. Donc ces gens se permettent finalement d'agir, de conseiller et font prendre énormément d'engagement de la part de clients vis-à-vis desquels ils n'ont aucune responsabilité, aucune formation, comme on le disait. Donc effectivement, c'est dramatique. Et les gens doivent savoir, c'est que vous avez des agents immobiliers qui travaillent depuis leur salon, et donc qui travaillent complètement sous les radars en tant que faux agents immobiliers. Okay. Et alors, il y a aussi de faux agents immobiliers qui travaillent dans certaines agences immobilières. Okay. Donc, ils sont indépendants et ils vont chez le client sous l'enseigne, sous une marque, alors qu'en fait, ils n'ont absolument pas l'agréation, ils n'ont pas la possibilité, normalement, de pouvoir exercer ce métier. Ok, mais concrètement, Bruno, comment on fait
pour les détecter, ceux-là? Quand on est client, comment on... Je vais d'abord dire que si on veut faire des activités d'agent immobilier en Belgique, de manière indépendante, il faut avoir une agrégation IPI. Donc je dois demander à la personne, et c'est quoi, c'est une carte? C'est comment? C'est une sorte d'agrément, mais c'est pour quelqu'un qui travaille de manière indépendante. Si on travaille sous contrat d'emploi, on n'a pas besoin, en principe, d'un numéro IPI. Okay. Donc les faux agents immobiliers, ce sont ceux qui travaillent de manière indépendante et qui font des activités d'agent immobilier. Et là, pour nous, il n'existe pas quelque chose, on appelle ça le saucissonnement du métier. On ne peut pas dire que ça, c'est le métier d'agent immobilier et je vais les couper en morceaux. Je vais prendre la première et la dizaine pour dire je ne suis pas un agent immobilier. Donc ça, je suis agent ou pas, en fait? Quand tu fais une seule activité comme agent immobilier, tu es considéré comme un agent immobilier. Donc là, il faut cette agrégation IPI. Donc, ce qu'on va voir, c'est à cause des plaintes. Ça peut être une plainte d'un consommateur, une demande d'un conculegue, un notaire qui pose des questions, un gouvernement. D'accord. Et là, on va voir, est-ce qu'il y a en effet un agré IPI dans la structure? Ça, c'est une chose qui est bien importante. Dans la structure, il faut quelqu'un qui peut faire les activités et qui peut prendre la responsabilité et être pris responsable aussi de manière déontologique si quelque chose tourne mal. Et donc, on va voir, est-ce qu'il y a un agré IPI? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront actives dans la société? Et si oui, est-ce qu'ils peuvent faire des activités? Il y a toujours des gens qui disent, moi je suis là, mais je suis que le photographe. Bien sûr que pour prendre des photos, on n'a pas besoin d'un numéro IPI. Mais le moment qu'on va sur place, qu'on donne des infos, des infos d'un bien spécifique, pas de manière générale, mais donc le moment qu'on donne des infos d'un bien spécifique, là, il faut cette agrégation IPI. Et si on va faire la recherche, on va faire monter un dossier, mais on a aussi des détectives privés qui vont se lancer sur le marché pour vérifier est-ce que c'est vraiment la réalité qu'il nous présente. Est-ce que ce type, en effet, il fait rien ou il n'est que le photographe? On va aller sur place pour voir, oui, est-ce qu'il fait des visites? Est-ce qu'il donne des infos? Est-ce qu'il envoie des mails? Est-ce qu'il est en contact avec des clients potentiels? Donc là, on essaie de les coincer. Donc vous avez des détectives privés qui se font passer pour des clients? Ils font se faire passer pour un consommateur lambda. Ah, excellent. Vous saviez ça? Oui. Bien sûr. Oui, mais ça fait des années, ça. Ça fait des années. Donc, je veux dire, c'est pas comme dans Sherlock Holmes, dans le temps, qu'il y a quelqu'un avec un manteau. Non, j'espère, parce que sinon on le détecte assez facilement. Si vous voyez quelqu'un arriver avec un grand manteau, c'est un détective. Il ne fait pas un stakeout pendant des heures devant ta porte. Mais donc, il va entrer, il va se présenter comme je suis intéressé pour un tel bien. Est-ce que je peux avoir des infos? Est-ce que vous pourriez me donner une visite? Donc, on va voir ce qui se passe et qui donne les infos. Très concrètement, Bruno, Gaël, Sylvain, quels conseils on donne aux gens? Parce que là, on parle de sanctions, de plaintes, mais comment on essaye de détecter le faux agent? Mais le client peut vraiment demander à l'agent immobilier son numéro IPI, bien sûr. Et s'il n'a pas de numéro IPI, alors c'est qu'il est employé dans la société. Il doit être employé. Donc je peux, avec le numéro IPI, je peux vérifier si c'est un vrai? Oui, sur le site l'IPI, on peut toujours faire les vérifications. On peut taper le nom, on peut taper le numéro de l'IPI. Et là, on verra bien, oui, ça c'est une telle personne qui a une agrégation IPI. Et comme dit, il y a toujours le souci, quand ce n'est pas un agré IPI, ça doit être un employé. Oui, c'est ça. Mais on peut poser la question aussi. Vous êtes un indépendant? Non, je suis un employé dans la société, mon patron sait. Ça peut être une bonne réponse aussi. Il faut aussi que les clients sachent, ces dernières années, il y a eu beaucoup de coachs immobiliers. Alors, mais parfois, ces coachs immobiliers, c'est souvent le cas, ils n'ont pas de numéro IPI. Ils ont le droit d'exercer? Ils ont le droit de coacher, de conseiller? Alors ils ont droit à certaines choses, on joue avec les mots, là, mais ça peut souvent être très dangereux également, parce que la plupart du temps, ces coachs, ils ont peut-être fait au mieux un stage de 6 mois en agence, et ils s'improvisent. Ça n'a pas marché pour eux, mais ils ont compris un petit peu le système, ils disent « ok, je vais… » Et puis commercialement, ce qu'ils vendent, c'est travailler avec moi, c'est moins cher qu'une agence. Mais après... finalement, ces gens
conseille un propriétaire en disant tiens, je vais te dire comment tu dois faire des photos, je vais te dire comment est-ce que tu dois faire ton annonce. Oui, ça va encore. C'est tapis dans l'ombre. Mais dès qu'on rentre un peu dans le détail... propriétaire, il est toujours en première ligne. Ouais. Donc en soi, c'est toujours lui qui est confronté aux clients qui veulent acheter son bien. Mais une fois que vous obtenez une proposition, ils se retournent vers leur coach qui se permet de donner des conseils juridiques. Ça, c'est très important ce qu'il dit. C'est un coach qui donne des avis. Ouais. Je fais toujours la comparaison avec le sport. Le coach, c'est quelqu'un qui est à côté de la ligne, qui donne des instructions, mais qui ne va pas sur le terrain lui-même. Ouais. S'il entre le terrain, il devient un joueur. Et pour les joueurs, il y a d'autres règles. Donc ici, les coachs, pour autant qu'ils font que du coaching, vraiment aider quelqu'un à mettre son bien à vendre, comment prendre des meilleures photos, comment se présenter, comment faire du marketing. Ouais. Mais c'est le type même qui doit le faire. Sauf que là, ils peuvent donner les mauvais conseils juridiques parce qu'ils ne sont pas calés. Et ça, les clients doivent absolument prendre conscience, c'est qu'une vente immobilière, ce n'est pas, ou une location immobilière, ce n'est pas facile. Il y a énormément d'éléments juridiques, des éléments de négociation qui sont très importants. Donc, c'est pas un jeu. Ouais. C'est pas un jeu. Et c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que s'il y a un couac, parce qu'ils ont donné un mauvais conseil, ils n'ont pas d'assurance professionnelle. Ils ne sont pas couverts. Donc finalement, là, ça va se retourner contre le client qui n'a pas eu la bonne info. Contre le consommateur. Exactement. Il n'y a aucune activité. Normalement, tous les agents immobiliers ont une assurance collective. Donc, une assurance risque professionnel, ça couvre toute leur activité. Ça veut dire un consommateur qui a eu des dédommagements peut les récupérer par les assurances. Mais un faux agent immobilier n'a pas une assurance comme ça. Bien sûr. Donc, et on est dans un monde où il ne s'agit pas d'un achat d'un pull ou de quelque chose. Oui, non. Pour un consommateur qui a vraiment eu du souci, ça peut avoir des grands soucis financiers. Oui, des grandes conséquences. Donc cette assurance est vraiment importante là-dedans. Un dernier mot peut-être, Bruno, sur les raisons du fait que ça ait doublé. Pourquoi cette explosion des faux agents immobiliers, là, d'un seul coup ? Le numéro existe déjà pendant quelques années, mais à l'EPI, on a eu des outils... C'est pas un nouveau phénomène, hein ? Non. Mais là, ça augmente sérieusement, quand même. Mais on a eu des outils beaucoup plus performants pour faire la recherche, pour faire l'administration, parce que si on veut coincer quelqu'un, il y a toute une administration qui vient avec. Donc parce que peut-être vous êtes mieux équipé aujourd'hui, vous détectez tous les faux agents, alors qu'avant, ils passaient peut-être à travers le filet. Peut-être plus d'outils digitaux maintenant qui permettent qu'avant... Quelles sont les sanctions ? Quelles sont les sanctions ? Si ça peut refroidir quelques faux agents immobiliers qui nous regardent. Faire Qu'est-ce qu'on risque ? Des activités d'agents immobiliers de manière illégale, c'est une infraction à l'ordre public. Donc, ça veut dire, on risque, c'est une sanction pénale. Donc, on peut arriver dans la prison, on peut avoir des sanctions financières. Donc là, c'est vraiment fort. Aussi, les agents immobiliers qui travaillent avec des faux agents immobiliers, eux-mêmes, ils risquent aussi des sanctions disciplinaires. Donc, jusqu'à ne plus jamais exercer, si des agences... Peut-être. Mais donc, ça peut être le cas. Mais donc, là, si un agent immobilier couvre l'homme qui est là, est un homme de paille, et donc la personne est là, mais sur le marché de manière illégale, c'est l'agréé qui lui a donné la possibilité de le faire. Et donc ça, de manière déontologique, on va aussi coincer la personne avec l'agréation EPI. Et on va, si on constate quelque chose qui n'est pas bon dans un dossier, on va toujours leur écrire pour leur dire ça n'est pas en ordre, on peut se régulariser dans ce sens-là. Alors, un dernier mot avant de continuer sur notre actualité. Vous avez déjà été confronté, vous avez déjà récupéré des clients qui avaient vécu ces mauvaises aventures avec des faux agents. Et dans ces cas-là, il faut les remettre en confiance. Bien sûr. Leur montrer le droit chemin, quoi. Ah oui, totalement. Oui, et c'est vrai que... c'est vraiment ça. Il faut leur redonner confiance et montrer que ici, c'est professionnel, on est sérieux et tout. Et que comme dans tous les métiers, il y a du mauvais, mais il y a aussi du très très bon. Et il faut juste nous laisser la chance de retomber amoureux
Des agents immobiliers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe, Sylvain? C'est le printemps. C'est le printemps. Allez, retour sur une autre actu. On en a parlé dans une précédente émission, ce fameux droit de préemption, de préférence du locataire à Bruxelles. Il y aura peut-être du changement, Gaëlle? C'est ça qu'on veut dire aujourd'hui? Le Federia et la CIB ont introduit un recours en annulation. Où vont l'introduire? Oui, c'est dans les cartons. Exactement. Donc là, affaire à suivre. On revient 2 minutes peut-être, Sylvain, sur le sujet en question. Oui. De quoi s'agit-il? Le droit de préférence du locataire. Mais donc, c'est-à-dire que depuis le 6 janvier maintenant 2024 à Bruxelles, si un propriétaire désire mettre son bien en vente et que ce bien est loué, et donc attention, ce n'est pas un bail de courte durée, donc c'est-à-dire un bail de plus de 3 ans, vous devez d'abord adresser un recommandé à votre locataire qui aura la priorité pour acquérir votre bien. Et donc, il a un certain délai, il a 30 jours pour pouvoir dire « je lève mon option » ou « bien non, je n'ai pas la capacité d'acheter le bien ». Ouais, priorité au locataire. Il y a une complexité qui... Il y a un chemin, en fait, un processus qui est très très compliqué. Et donc voilà, maintenant, on va voir un peu ce que le recours... Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour vous? Oui. Que ça soit rechallengé. Bruno, quelle est la position de l'IPI sur ce sujet? Vous avez un mot à dire? Dans ce sens, on n'a pas grand-chose à dire. Ouais. Il faut juste appliquer les règles et... Le mieux qu'on peut protéger les agents immobiliers. Donc, parfois, on est dans certaines discussions aussi, mais on essaye d'éviter les problèmes pour les agents immobiliers. Et aussi, s'il y a des nouvelles réglementations qui viennent, qu'on peut mettre clair que, oui, maintenant, ça va changer, il faut tenir compte avec ça, Mais parfois, il y a une grande différence dans les régions. Il y a le fédéral qui existe aussi. Donc parfois, c'est très difficile de se mélanger là-dessus. Attention, on répète, on n'est pas contraire au fait de cette priorité, mais par contre, le processus est vraiment fastidieux. Oui, bien sûr. Un mot peut-être avant de conclure cette première partie, sur l'actualité du marché. Il est comment, là, en ce moment, le marché immobilier, au niveau des ventes, au niveau des locations? Comment vous sentez le marché, sur le terrain? Les taux ont continué quand même encore un peu à diminuer. Donc, ça embraye pour le prochain chapitre, justement, puisqu'on parle crédit. C'est une super nouvelle. Les taux continuent de baisser. Donc, on ne peut qu'encourager les gens, effectivement, à ça facilite, mais il y a d'autres choses qui le facilitent moins. Les acquéreurs ont une grosse attention sur tout ce qui est PEB et énergie. Donc là c'est vraiment dominant au niveau des... Oui, c'est le caillou un petit peu dans la chaussure, on va dire, au niveau... C'est un paramètre qui est vraiment pris en compte par les acheteurs aujourd'hui. Et pour l'instant, où en est votre baromètre par rapport à l'année précédente? Vous êtes bien dans vos chiffres, dans l'évolution? Le marché, globalement, on est vraiment dans la continuité. Donc on sent qu'il y a toujours des projets de vie qui sont à accomplir et des conseils à donner. Donc en soi, la vie et le monde ne s'arrêtent pas de tourner. Mais maintenant, c'est clair que les acheteurs prennent toujours un peu plus de temps, donc ils sont un peu plus en position de force. On le disait dans une précédente émission avec Renaud Grégoire, maître Renaud Grégoire qui était présent. On a un acheteur qui a plus la possibilité de venir voir, de venir revoir et de pouvoir négocier. Vous sentez ça? Le comportement de l'acheteur a changé aujourd'hui? Ah oui. À cause de quoi? Un an avant... il avait l'obligation de se décider tout de suite, parce que s'il ne se décidait pas tout de suite, c'était quelqu'un d'autre qui passait avant lui. Donc ça générait énormément de frustration. Et encore aujourd'hui, il faut toujours être le plus préparé possible pour pouvoir acheter. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, parce que parfois, même si on dit on a plus de temps, il ne faut pas que tout le monde écoute ça non plus, parce que dans les faits, vous allez peut-être rater un bien. Oui, c'est ça. Et peut-être que de votre côté, c'est plus de services aujourd'hui, c'est plus d'accompagnement qu'il y a 5 ans? Les gens sont plus en attente de vos conseils, ça prend plus de temps, ça demande plus d'échanges, de communication avec les gens. Aujourd'hui, c'est moins rapide, peut-être? Oui, on va devoir aller plus dans le détail. Là, dernièrement, on a concrétisé une vente. On a dû faire venir un entrepreneur qui a fait un devis pour vraiment pouvoir mesurer et calculer les travaux au niveau amélioration PEB. Donc plus de transparence. Oui, totalement. Il faut vraiment rassurer le client en se disant « Ok, je vais avoir autant de travaux. » Ils vont plus lancer comme ça. Autant de crédit, telle mensualité ou tel prêt travaux. Allez, on avance dans cette émission. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau, sur ce sujet interpellant des faux agents immobiliers. Merci. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de C'est mon toit, autour d'une question qu'on se pose souvent.
J'ai l'impression d'avoir un bon dossier. Pourquoi mon crédit est-il refusé à la banque? Et surtout, que faire pour qu'il soit accepté? On en parle dans la deuxième partie de C'est mon toit. A tout de suite. C'est la deuxième partie de C'est mon toit. Une question, une formule qu'on entend souvent. J'ai un bon dossier et pourtant je me vois refuser mon crédit ou je crois avoir un bon dossier. Que fait-on dans ces cas-là? Nous sommes allés sur le terrain. Reportage, on en parle juste après. Ça va sauver la vie quelque part. Sinon, je finissais ma vie dans des propriétaires. Je me sépare de mon ex. Je suis dans la maison qu'on avait achetée ensemble. Et puis j'arrive à 50 ans, donc je me dis que de toute façon, revendre et repartir ailleurs après, pour avoir des crédits, c'est compliqué. Donc j'étais dans la maison, avec un crédit déjà octroyé par une grande banque, qui me dit qu'elle doit trouver des solutions pour que je reste dans cette maison. Et donc pendant 6 mois, c'est les documents qu'on me demande, j'envoie les documents, et puis on me dit tout est au vert, ça devrait aller, en tout cas au niveau de l'agence. Et puis ça bloque plus haut, où j'ai un mail en me disant écoutez non, vos revenus sont insuffisants, donc ça s'arrête là. Donc voilà, que faire? Je découvre un peu par hasard qu'il existe des courtiers dans le milieu bancaire. Patrick, ça va? Tu vas bien? Qui sont des gens qui, eux, font ce boulot d'aller de banque en banque, si vous voulez, pour déjà pour trouver une solution au problème et trouver le meilleur taux au niveau du crédit. Moi, je suis indépendant, c'est un temps de dingue que j'aurais dû passer à aller de banque en banque, de rendez-vous en rendez-vous. Donc c'est gain de temps vraiment. En 3 semaines de temps, la solution était trouvée, quoi. Le réflexe des clients, c'est toujours « j'ai besoin d'un crédit, je vais dans ma banque ». Mais tout le monde du courtier, c'est un peu un monde à part où on ne sait pas trop si le courtier va nous demander de l'argent, alors que ce n'est pas vrai. Le courtier, pour le client, c'est gratuit parce que nous, on est payé par les banques ou les compagnies d'assurance avec lesquelles nous travaillons. Mais je crois que le client a un peu peur de se lancer vers un courtier pour dire « Ah oui, j'ai besoin d'un crédit, je vais voir le courtier ». On travaille avec une quinzaine de banques différentes, banques connues, hein, les grandes banques belges, mais les banques moins connues. Et donc moi, c'est quand le client vient avec sa demande de crédit, ben moi, je regarde dans toutes les banques avec lesquelles on travaille, lesquelles vont accepter le dossier. Et puis, de ces banques-là, ben, je regarde qui a le meilleur taux ou qui a la solution plus adaptée pour le client. Et alors, je propose ça au client et puis on voit si le client accepte ou pas. Toutes les grandes banques belges aussi ou d'autres ont créé des sortes de, je vais dire, des petites sœurs qui sont accessibles que via le courtier. Ces sous-banques ont souvent d'autres critères d'acceptation que les maisons mères. Donc, par exemple, je reviens sur Belfus. Belfus pourrait refuser un dossier, mais pourrait être accepté chez Elantis, ou avoir un autre taux, ou avoir plus de flexibilité. Il avait toutes les données en main, en tout cas, pour me trouver une solution. Il l'a trouvé très vite. J'avais encore un crédit sur mon véhicule, et comme j'avais du cash, j'ai remboursé ce crédit de véhicule, et c'est ça qui débloque tout. Alors, est-ce que vous êtes souvent confronté à des clients qui croient avoir un bon dossier et finalement qui se voient refuser leur crédit par la banque? Alors, on peut être confronté à ça et donc nous, on va vraiment guider le client selon son profil, selon tout ce qu'il nous a expliqué sur son dossier. C'est vrai qu'un bon dossier dans une banque classique, ça va rouler et tout va bien se passer. C'est quoi un bon dossier, Gaëlle? Un bon dossier... On a un apport, enfin, c'est quoi un super bon dossier? Un apport quand même conséquent. Oui. Ça veut dire quoi? C'est 20% de la somme? Frais de notaire, droit d'enregistrement. Oui. Donc globalement, il faut compter à peu près une quinzaine, entre 15 et 17% à majorer du prix d'achat. Oui. Plus, encore, en théorie, même pour votre premier achat, on peut aller de 90 à 100% de quotité. Oui. Donc en soi, ça veut dire encore... Allez, pour être bien dans les rails, il faut quand même encore 10% du montant total de l'achat à pouvoir mettre. Donc si j'ai quoi? 25% globalement, globalement de la somme que je vais investir. Là, je suis tranquille. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. C'est bien d'avoir un contrat à durée indéterminée. Ok, c'est un autre sinon, critère. Ça peut être aussi bloquant. Oui. Quand les indépendants, ça va être toujours un petit peu plus compliqué aussi. Parce que insécurité, c'est ça en fait. La banque cherche de la récurrence dans les c'est que la compréhension du dossier en fait est beaucoup moins limpide en fait pour une banque à partir du moment où on doit commencer à rentrer dans de la lecture d'avertissements extraits de rôle, de ce qu'on gagne, de ce qu'on gagne pas, de
de ce qui passe dans les impôts, etc. Donc c'est moins évident de lire entre les lignes. Oui, parce qu'il y a l'argent qu'on rentre, mais si l'argent qu'on sort permet déjà de couvrir tout ce qu'on rentre, la banque le voit directement. Souvent, par exemple, pour un indépendant, une banque va demander 3 ans au moins d'activité pour pouvoir démontrer qu'il y a une forme de continuité et de stabilité. Et donc, c'est vrai que dans des dossiers un petit peu moins bons, c'est bien il va falloir passer à travers les filtres. Et là, on va plutôt lui conseiller au client d'aller voir un courtier comme Benjamin dans le reportage. Oui, pour revenir un peu dans le contexte, Benjamin avait été l'invité de la première émission de la saison de C'est mon toit. Vous travaillez souvent avec Benjamin. Parce qu'il faut courir les banques, c'est ça, un bon banquier, c'est un bon courtier, pardon, c'est une personne qui n'hésite pas. En fait, il va aller plus dans le détail. Donc, un courtier, il va s'attarder sur les petits détails et donc il va vraiment analyser le dossier. Et là, dans le cas de Patrick, on avait le crédit voiture qui était au final bloquant, que Patrick pouvait solder et au final... rien qu'en faisant ça, l'acceptation du dossier était faite. Et Patrick a fait la connaissance, donc il a découvert Benjamin via votre intermédiaire dans l'émission. Et c'est là, ça sert à ça, d'aller dans le détail, Gaëlle, c'est de honnêtement, qui sait aujourd'hui qu'un crédit voiture pourrait bloquer l'investissement d'un crédit immobilier? En tout cas, aux jeunes aujourd'hui qui doit acheter son premier bien, il doit acheter son premier bien, il doit investir dans l'immobilier, il doit le faire avant d'acheter sa voiture. En fait, prendre son crédit voiture avant, ça va être sa première entrave à son premier investissement. Parce que ça fait une dépense récurrente. Ça fait une charge. Ça fait une charge supplémentaire sur les revenus. Et donc, en fait, ce que les clients doivent comprendre par rapport aux grosses banques, parce que bon dossier, et là tu fais bien de le dire, Charlotte, on croit qu'on a un bon dossier, c'est pas qu'on a un mauvais dossier, mais les grosses banques, on ne doit pas les citer, mais ils font face en fait à un flux de demandes qui est conséquent. Et donc, eux, le tri, il n'est même pas humain, il est automatique. Donc, quand vous vous envoyez vos dossiers, il y a déjà des algorithmes en soi qui disent une petite ampoule rouge ou une petite ampoule orange, merci beaucoup, au revoir, trouvez une autre solution. Parce qu'ils ont un flux de dossiers faciles donc ils les à devoir gérer. Donc ça, c'est pris, ça remplit leur quota. Et pour les autres, c'est débrouillez-vous. Ça veut dire que les plus petites banques c'est un conseil que vous donneriez, ne négligeons pas les plus petites banques parce qu'ils regardent plus loin d'autres critères. Alors, si aujourd'hui, à nouveau, auprès d'une grosse banque, vous n'êtes pas le gros client, a priori, la banque, elle ne prendra pas le temps spécialement de vous écouter ou justement d'aller lire entre les lignes qu'est-ce qui fait que votre situation aujourd'hui, elle est de telle ou de telle façon. On entendait là dans le reportage que pour Patrick, c'est son crédit voiture qui a dû être soldé. Même fou que lui, à sa première demande, on ne lui ait pas dit. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir, c'est même une carte de crédit. Même si vous ne l'utilisez pas, mais que vous avez une carte de crédit, ça représente aux yeux de la banque une charge sur vos revenus. Parce que carte de crédit qui peut aller jusqu'à une ouverture jusqu'à 2 000 €, par exemple. Par exemple, ils vont c'est considéré comme une charge. Exactement. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec un client qui avait, par exemple, un dossier où on était... la carte de crédit donc à zéro, donc vraiment inutilisée. Oui, même mais par contre, il considérait que c'était un compte ouvert et ça représentait à peu près une charge entre 350 et 400 € sur le revenu du ménage. OK. Et donc, aller voir un courtier, c'est aller rencontrer quelqu'un qui va prendre le temps de véritablement regarder votre situation, vos revenus et essayer de trouver des solutions pour faire en sorte de faire aboutir ce crédit. Et quel intérêt pour nos téléspectateurs, pour vos éventuels futurs clients, de se tourner vers une agence? Quel est votre rôle dans ce type de situation? Mais c'est vrai que on va souvent penser qu'une agence, immobilière, un agent immobilier va juste ouvrir une porte et faire une visite, mais il y a toute une partie cachée du métier, mais dont ses conseils. Et c'est vrai que dans notre équipe, l'apprentissage pour mesurer la solvabilité du client, c'est super important. Oui, ça permet aussi de gagner du temps quand vous avez évalué le bon dossier, donné les bons conseils. Nous, on est orienté solution, donc on veut que la transaction aboutisse.
Et donc, on va vraiment donner tous les conseils pour arriver à la vente. Oui, et on parle de crédit, mais on peut parler de crédit, de rénovation, on peut parler de rediriger vers de bons entrepreneurs, de bons architectes. touche à l'immobilier. Donc votre métier et votre mission s'orientent clairement sur le conseil et l'accompagnement, mais très très loin, de A à Z. Hein. Oui, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer en détail peut-être sur une simulation ensemble pour voir un petit peu. Non, parce que concrètement, on rappelle les règles du jeu. Je fais une offre et puis je vais à la banque ou je suis déjà allé. Comment ça marche ? Idéalement, c'est toujours. On le disait au début, c'est bien d'être préparé. Oui. Pourquoi ? Parce que le fait d'être bien préparé, ça vous permettra d'être plus réactif à partir du moment où vous trouvez votre bien. Ouais. Plus réactif, ça veut dire plus rapide ? De pouvoir faire son offre, de pouvoir maîtriser, ok, tiens, je suis dans telle situation, je vais devoir faire tel travaux, je vais devoir faire tel crédit. Okay. Si on maîtrise ça, ça vous permet d'aller plus vite qu'un autre. Oui, c'est ça. Et ça, il n'y a rien à faire, ce sont les règles du commerce. Et chaque bien immobilier est unique, donc si c'est le bien de votre vie. Vous diriez, avant même de franchir la porte de l'agence immobilière, on va voir son banquier pour voir ce à quoi j'ai droit. Exactement. Jusqu'où je peux aller. Exactement. Et puis, là, on vient vous voir, on commence les recherches. Là, on fait les démarches en soi dans le bon ordre. Alors attention, parce que tous les jours, on a des personnes qui n'ont pas été voir. Et donc, comme Gaëlle le disait, c'est important que l'équipe soit formée. Pour mesurer la solvabilité. Ok, tiens, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir acheter tel ou tel bien pour lequel finalement... Oui, et sinon vous réorientez la personne peut-être vers un bien qui est plus à sa portée. Exactement. Ok, intéressant. On se plonge dans la simulation, vous avez sorti la tablette ? Exactement, on a sorti la tablette parce que je n'ai pas tout ça dans ma tête. Donc on fait l'exercice ensemble sur un couple sans enfant qui veut se tourner vers un achat. Ici, on a pris Monsieur et Madame Tartampion, un nom inventé par pur hasard, je ne sais pas d'où ça sort, c'est ton idée. Hein. Bonjour à tous les Tartampions. Oui, exactement. Et alors donc... supposons donc que monsieur et madame, 32-33 ans, achètent un appartement à 250 000 euros. Donc 250 000 euros, on a pris un exemple pour un dossier qui est limpide et facile. Hein, Charlotte, donc monsieur et madame sont employés, ont un CDI, ils ont ensemble, les revenus du ménage, c'est 4 100 euros. Donc ce sont les revenus qui sont cumulés et ils ont 40 000 euros de fonds propres. C'est leur premier achat, donc ils ont droit aussi à l'abattement à Bruxelles. Ouais. C'est un bon dossier, on a pris un exemple effectivement qui passe. Donc en pratique, le prix d'achat, les 250 000, majoré des frais de notaire, plus les droits d'enregistrement, moins l'abattement auquel on a droit, moins leurs 40 000 euros de fonds propres qu'ils engagent dans l'opération, il y a un crédit à faire de 227 500 euros, plus ou moins pour les matheux et les gens qui sont hyper précis. Ça représente quoi ? 227 500 euros à emprunter, c'est plus ou moins 1 305 euros à rembourser par mois. Attention, on peut négocier aujourd'hui des taux, parce que j'ai pris un taux de 3,5 qui sont malgré tout inférieurs au jour d'aujourd'hui. La banque, elle va regarder quoi ? Elle va regarder 3 choses. Le premier point, ce sont vos quotités d'emprunt, donc c'est-à-dire le ratio que vous devez emprunter sur le montant auquel vous achetez le bien. Ouais. Donc ici, on doit emprunter 227 000 euros sur un achat de 250 000. Ça représente donc une quotité de 91%. On l'a dit tout à l'heure, 90% jusqu'à 100% de quotité d'emprunt, c'est là que vous avez un feu vert. Okay. Quand il s'agit de votre premier achat, on est bon. Ici, on a 91%. Ensuite, la banque va regarder votre capacité à faire face. C'est quoi la capacité à faire face ? Eh bien, c'est de dire, aujourd'hui, on fait face à monsieur et madame Tartampion, qui sont un couple sans enfants. Ils doivent avoir un seuil minimum vital pour vivre. Et donc ça, on va considérer que c'est plus ou moins 1 300 euros pour un couple. Donc, monsieur et madame Tartampion ont 4 100 euros par mois, auquel on va enlever la nouvelle charge de crédit, les 1 305 euros. Il leur reste donc près de 2 800 euros par mois pour vivre. Il fallait 1 300. Deuxième feu vert, on est face à un couple qui sera dans une situation confortable après le paiement de leur emprunt. Et alors, le troisième point, c'est le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est le montant de votre crédit sur vos revenus. Et donc, en soi, 1 305 euros, dans ce cas-ci, sur 4 100 euros de revenus mensuels. Ça représente une charge de près de 32%. C'est un nouveau feu vert. Il faut savoir, c'est qu'une banque, vous ne pouvez pas aller au-dessus des 50% de taux d'endettement. Donc, il suffit que vous ayez un feu rouge qui s'allume. La banque dit, non, il faut aller trouver une solution ailleurs. La carte de crédit, le prêt voiture, etc. Oui, donc ça, c'est un bon dossier. Ça, c'est un dossier qui est nickel. 3 feux verts, le crédit. Avant de clôturer cette partie, très sincèrement,
Ce type de profil, ça représente quoi sur votre clientèle, sur tous les gens qui passent la porte de vos agences C21, à Hiver et à Woluwe chaque jour? C'est quoi? C'est vraiment une minorité, c'est 10% ou c'est quand même la majeure partie des gens? C'est quand même, je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment 50%, voire 60%. Je pense que la plupart des gens ont la possibilité, donc savent acheter, véritablement, ça c'est tous les jours, mais par contre, ils ne savent pas précisément combien, parce que la notion des fonds propres, de ce qu'il faut devoir apporter, etc., dans le cadre de leur acquisition, ça c'est beaucoup moins maîtrisé. Et c'est vrai que quand nous, on défend une offre auprès d'un propriétaire, on va faire ce petit exercice que vous allez pouvoir faire chez vous maintenant. Et c'est vrai que là, ça va vraiment nous donner, OK, c'est un dossier qui tient la route, normalement, il n'y aura pas de souci au niveau de l'acceptation du crédit. Mais de nouveau, on revient et on va clôturer cette partie là-dessus, sur ce rôle de conseil que vous avez. Vous n'ouvrez pas seulement des portes lorsqu'on cherche un bien, vous avez vraiment un véritable accompagnement. Et c'est important parce qu'il n'y a rien à faire, cette matière elle est complexe, les règles du jeu ne sont pas évidentes et c'est à vous aussi d'accompagner ou de guider vos clients vers les experts qui s'imposent, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Allez, on avance dans cette émission. On a notre visite du mois dans la troisième partie de cette émission. Grosse particularité, cette fois-ci, il y a une infraction urbanistique. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Vous allez voir, on vous expose ce cas dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite. C'est déjà la troisième partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Erwin Spitzer nous a rejoint. Merci d'être là. Vous êtes architecte. Vous prenez de votre temps précieux pour venir échanger, nous livrer vos conseils sur ce plateau. Alors, on part, comme chaque mois, sur la visite du mois. Un bien très particulier cette fois. Et vous serez peut-être beaucoup plus concerné que vous ne le pensez. A tout de suite, on regarde le reportage. Ici, je vous présente ce bel immeuble qui est en fait un immeuble de rapport. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans la situation de fait, on a 3 appartements, mais dans la situation de droit, on a 2 appartements. Ok, le troisième, il est à l'arrière du garage ou il est dans les combles? Il se trouve dans les combles. Il y a quand même la possibilité de coupler le dernier étage, donc les combles, avec l'étage d'en dessous, et de créer un duplex. Et en plus, ici, on est vraiment à 5 minutes de Bruxelles. Oui, on est effectivement à 5 minutes. On a des autoroutes qui sont à proximité, mais il y a aussi plusieurs gares assez importantes qui sont à proximité. Donc on est très facile d'accès par rapport à ça. On va visiter? Avec plaisir. Allez, impatient de découvrir ça. Ici, on a 2 fois le même plateau. Oui. Et alors, je dirais aussi pour moi, le grand côté positif de cet immeuble-ci, c'est la luminosité. Parce que normalement, on est à front de rue et donc voilà, on a un niveau relativement bas. Ici, là, on est vraiment en hauteur. On est vraiment en hauteur, ce qui fait qu'on a aussi une vue dégagée. Pour accéder au jardin, il faut passer par cette belle cuisine. Et nous voilà donc dans la petite partie terrasse. Et alors on a le jardin. Et le jardin, il s'arrête au-delà de la cabane. On a une parcelle de terrain qui fait 3,80 h. Et donc le jardin, pour moi, fait plus ou moins 300 m² dans ces zones-là. Dari, ici on est bien dans la troisième unité, comme tu en parlais au début, juste avant qu'on fasse la visite. Donc c'est une unité de fait, mais pas de droit. Effectivement. Donc comme vous le savez, soit il faut coupler l'étage d'en dessous avec cet étage-ci et créer le fameux duplex. D'accord. Vous pouvez aussi régulariser ou bien utiliser cette pièce en tant que stockage. On a donc fait le tour de l'immeuble. Maintenant, je voulais aussi avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser? Je pense que c'est un très chouette produit parce que les petits immeubles de rapport comme ça, c'est très recherché. Donc, ouais, je pense que les clients vont se battre pour l'acheter, Dari. Alors, juste avant de rentrer dans le détail sur cette visite-là, un mot sur la visite du mois précédent. Le bien est vendu.
Exactement, Quand même. il est vendu. Combien de temps il a fallu? 2 semaines? Grosso 3 modo, semaines on est sur 3 semaines, entre 3 et 4 en tout cas, donc vraiment une très belle vente. C'était une superbe maison, hein, on s'en souvient. Au prix, presque au prix, hein, 5 000 € près. Oui, au prix. Allez, bravo en tout cas, ça avance, oui, excellent. Erwin, vous êtes avec nous pour débriefer, j'ai envie de dire, de cette visite que l'on présente ce mois-ci. Une infraction urbanistique, c'est souvent une surprise pour le vendeur. Souvent, on le découvre. Dans votre expérience, vous intervenez souvent sur ce genre de dossier? Ça arrive. Ça arrive. Oui. Ce n'est pas le core business d'un architecte. Bien sûr. Mais évidemment, on doit procéder à des régularisations. On est confronté quelquefois à des infractions, que ce soit au niveau d'une vente ou au niveau d'une dénonciation, Oui. parfois. Vous allez nous livrer vos conseils dans quelques instants. Gaël, Sylvain, vous êtes souvent, vous, confrontés à ce type d'histoire où le propriétaire veut vendre, tout va bien. Et puis, comment on se rend compte qu'on est en infraction urbanistique finalement? Je pense qu'on est souvent les premiers sur le terrain à le découvrir, Oui. parce qu'en faisant l'évaluation du bien, etc., on va, dans ce bien-ci, on a très vite constaté que le dernier étage était aménagé en appartement, Oui. mais que ça ne représentait pas au niveau urbanisme un logement. Oui, Sylvain, vous parlez dans le reportage de fait... un droit de fait et de droit. De fait et de droit. C'est là que ça joue. Oui, exactement. Donc l'aspect de droit, c'est l'aspect juridique. Donc on fait appel à un architecte quand on fait construire une maison. Donc on a besoin d'un permis, on a acheté le terrain. Et donc là, vous avez des plans qui sont validés par la commune et par l'urbanisme. Et donc il faut savoir, c'est qu'entre la construction du bâtiment et 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, eh bien effectivement, il y a peut-être eu des transformations de ce bâti. Et donc en soi, ces transformations sont soumises à permis. Mais par contre, il y a parfois beaucoup de clients ou de précédents propriétaires qui ont effectué ces transformations, mais sans avoir demandé l'autorisation auprès de l'urbanisme. Ouais, concrètement, comment ça se passe dans un cas comme celui-là? Parce que ça change toute la valeur du bien. Ah, complètement. Oui, au niveau quelqu'un qui voudrait découper cet immeuble, mais il ne va pas pouvoir vendre 3 lots, il va pouvoir vendre 2 lots. Découper, ça veut dire acquérir l'immeuble dans son intégralité et revendre par unité. Par unité. En fait, ici, oui, vous avez donc un immeuble, attention, parce que c'est quelque chose de très recherché. Il y a un immeuble de rapport, il y a 2 appartements qui sont reconnus ici par l'urbanisme. Par contre, le 3e, là, lui, n'est pas reconnu, donc ce n'est pas une entité, une unité d'habitation à part entière, de droit. Et donc, automatiquement, cet espace-là devra être relié, dans le cadre d'une vente, si on vend l'appartement 1 à l'appartement 2, avec... probablement l'unité, l'étage en dessous. Ça veut dire qu'il peut y avoir un compteur de gaz, d'électricité, mais que ce ne soit pas cadastré. C'est souvent problématique. Les gens qui ont comme ça de petits immeubles de rapport, c'est comme ça depuis de nombreuses années. Et puis, ils ont fait mettre 3 compteurs de gaz, 3 compteurs d'eau, 3 compteurs électriques. Donc, ils se disent, OK, c'est bon, je suis en ordre, j'ai bien 3 logements. Non. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on est, vous le disiez dans le reportage, il faudra être transparent avec l'acquéreur, soit on est transparent et on raconte la situation telle qu'elle est. Mais il n'y a même pas de soit. Il faut être transparent avec l'acquéreur. Ou soit on rétablit. Et En fait, le problème, c'est que l'immobilier, c'est écrit dedans, c'est déjà très immobile. Et donc, en soi, quand l'idée de vendre son bien passe au travers la tête du vendeur, du propriétaire, c'est parce qu'il a un projet, a priori, qui est à réaliser maintenant ou dans les 6 mois. Et Erwin ne me dira pas le contraire, mais régulariser son dossier auprès de l'urbanisme, ça ne prendra pas 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça va prendre énormément de temps. Racontez-nous. Comment ça marche? Comment ça marche et comment parfois ça ne marche pas. Souvent ou pas? Non, pas souvent. Pas Okay. souvent. Il faut juste être patient, c'est ça la clé? Il faut être patient, il faut monter un bon dossier. C'est-à-dire que déjà par rapport à une infraction, tout dépend de la date à laquelle elle a été commise. Si elle est récente, c'est très compliqué. Et on le sait? Il y a moyen de le savoir à Il chaque faut fois. en tout cas fournir des preuves. On découvre souvent l'infraction. Oui, souvent, en fait, le client, il n'est pas au courant. Donc, en soi, il dit, je l'ai acheté comme ça. Donc, pour lui,
Voilà, c'est quelque chose d'existant et donc en soi, comme c'était là, c'est reconnu. Comme l'acte est passé, c'est reconnu. Oui. On parle un peu solution, parce qu'on aime bien regarder devant nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution apporter, Erwin, à nos téléspectateurs qui sont peut-être dans ce cas-là? Il faut quoi? Il faut plus communiquer, il faut essayer d'être transparent, on en parlait dans le reportage. Quelles sont les solutions pour éviter ce genre de situation? Il faudrait déjà beaucoup plus communiquer sur ces infractions. La plupart du temps, les personnes, comme vous le disiez très bien, disaient « lorsque c'est à l'intérieur, je peux faire ce que je veux ». Parce que ça n'affecte pas l'urbanisme, a priori. Ça répond à une certaine logique, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, non. Donc, très, très fort communiquer, aussi auprès des professionnels, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui, avec plus ou moins de bonne foi, disent écoutez, ne demandez pas de permis parce qu'il n'en faut pas, ou parce que ça va vous prendre 6 mois, 9 mois, 1 an, et là, vous voulez faire les travaux tout de suite. Mais là, il faudrait vraiment qu'il y ait un devoir d'information, parce que c'est vrai que quand quelqu'un change ses châssis, c'est dommage que le placeur de châssis ne prévienne pas, attention, vous passez du bois au PVC... il devrait le dire. Le châssis en PVC, c'est le moins cher. Souvent, que font les gens? Je prends le moins cher. Alors que là, effectivement, le professionnel pourrait dire, attention, vous créez peut-être une infraction. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être un mot sur les permis, parce que, bon, il n'y a rien à faire. Si, parfois, on prend la route de droite, c'est parce qu'à gauche, il y a bouchon. Ça serait aussi une des solutions, Erwin, que ce soit plus facile d'obtenir des permis? Ou que les règles du jeu soient plus transparentes, plus claires? C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Un petit message à faire passer, peut-être? Pas tellement, je ne sais pas. Non, mais pas tellement, en fait, pour les régularisations, parce que souvent, ceux qui veulent régulariser jouent un peu la montre. Donc, si ça dure un peu de temps, c'est pas très grave pour eux. Au pire, ça retardera des travaux qu'ils vont devoir faire pour pouvoir régulariser. Donc ça, je dirais, au niveau des régularisations, c'est moins un argument. Par contre, les frais des permis sont augmentés quand on doit régulariser. Ça, c'est quand même un point qu'il ne faut pas négliger. Et surtout, les amendes administratives et pénales peuvent être très lourdes. Alors, par contre, pour les permis, oui, je veux bien le glisser. Lorsque quelqu'un, par exemple, veut faire des travaux qui ne relèvent pas non plus d'anathème, et qu'il doit attendre tellement longtemps, c'est vrai que ça aiderait, et je pense que ça diminuerait des infractions si les permis pouvaient aller plus vite, et surtout si on pouvait alléger un petit peu la charge, c'est-à-dire que de temps en temps, je voudrais citer un exemple. Par exemple, on parlait des châssis en PVC. Lorsqu'on se balade en rue, je dirais une maison sur 2 ou sur 3, on a remplacé des châssis par du PVC. Donc c'est une infraction très grave. On vous le rappelle à chaque fois. Si vous demandez ça dans un permis, on vous le refuse. Et pourtant, ceux qui le font sans demander de permis les ont et ne sont pas embêtés. Et donc je trouve qu'il faudrait avoir des règles beaucoup plus claires, des guidelines qui font que lorsqu'on rentre le permis, eh bien, on est à peu près certain de l'obtenir dans un délai raisonnable. Et aussi que ceux qui ont commis des infractions sans demander de permis soient un peu pénalisés. Je ne suis pas du genre un bâton, mais je trouve qu'il faut la carotte, mais il faut aussi un peu oui, s'il y a des règles du jeu, quoi. Pour conclure, Gaël et Sylvain, est-ce que ce type de situation ne vous empêche pas non plus d'avancer? Si la transparence est là, l'acquéreur peut très bien acheter ce bien en connaissance de cause sans être dérangé par l'infraction. D'ailleurs, le bien est vendu, mais il faut vraiment que les parties connaissent les tenants et les aboutissants et que tout soit clair et écrit. Oui, mais donc il a été vite vendu. Voilà, oui, tout à fait. Oui, mais encore une fois, parce que c'est un produit qui est recherché, c'est un petit immeuble de rapport, il y a des avantages. Il faut être transparent, comme dit Gaël, c'est très important que les informations passent bien entre les parties, d'avoir connaissance de ce qu'on achète et ce à quoi éventuellement on s'expose, c'est très important. Et le vendeur, il doit surtout aussi avoir conscience, c'est que ça a un impact sur la valeur du bien, puisque forcément, ici, on parle d'un immeuble de 2 unités, plus une qui a été aménagée. Un bien de rapport, par exemple, ne peut pas valoir plus que la somme des appartements qui le composent. Donc ici, on en a 1, on en a 2, mais on n'en a pas 3. Donc c'est une valeur du coup, le rendement du dernier étage, il n'existe pas. Ah oui, attention, puisqu'en théorie, tu ne peux pas louer ce dernier étage. Ça peut être risqué de louer un bien qui n'est pas reconnu. Oui, c'est risqué, mais en même temps, tu ne fais pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, il fallait une petite formule pour clôturer cette émission. Merci à vous tous. Merci Erwin d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau. Sylvain, mes chers complices, merci encore à vous pour tous ces conseils précieux. On vous l'a promis en début de saison. On vous le rappelle tous les mois. Vous aurez tous un jour l'occasion de dire... C'est mon toit. C'est mon toit. Merci de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.
Là, tu regardes pas là, ouais, tu regardes là. J'ai plus de sang dans le pied. Ah oui, moi aussi, j'ai un peu le droit. T'es très belle. C'est mon chéri. Je l'ai vu quand t'as fait le... Voilà.